Retour dans Politique avec Jean-Marie Colombani de Slate.fr, Jean-Claude Casanova, directeur de la revue Commentaire, et puis Jean-Louis Bourlange, ancien député européen et essayiste. Alors on a parlé de Marine Le Pen. Certains croient, de vous tous, qu'elle peut effectivement accéder au second tour, enfin de gagner la présidentielle. D'autres non, comme Jean-Claude. Je voudrais qu'on passe au cas Fillon. Je vous ai entendu, Jean-Louis, être très très dur sur Fillon. Vous ne lui passez rien. Parce que dans le fond, c'est vrai qu'il voulait faire de l'austérité. Il s'était promis austère, mais pas pour lui-même. Et ça vous a défrisé, comme on dit. Non, je suis effectivement assez scandalisé par l'attitude de M. Fillon depuis quelques semaines. Je trouve d'abord qu'il y a une hypocrisie, une sournoiserie, une tartufferie dans ce discours moralisateur dont on a vu des extraits récemment qui ont été saisissants, où il reproche aux journalistes de ne pas poursuivre avec assez de constance, de persévérance, tous les manquements à la probité financière. Et quand on voit aujourd'hui qu'il se dérobe à tout contrôle de la part des médias, je crois qu'il y a un double langage qui est extrêmement pénible. Chirac, on l'a pris avec la main dans le sac, oui, avec la valise, la malle mairie, etc. Mais Chirac, on sait très bien, c'était un gars comme ça, il était de droit fil, c'était pas bien, c'était pas honnête, mais il n'était pas dans cette espèce de componction tartufienne, hypocrite qui est intolérable. Ouais. Je suis Vous voulez dire très choqué, ça se voyait, je suis très choqué par l'attitude d'arrogance de Fillon qui dit « je n'ai pas de compte à rendre sur l'argent public qui est donné pour que j'utilise, pour que je finance des collaborateurs. Je n'ai aucun compte à rendre à personne en tant que parlementaire. » Je crois que c'est absolument inimaginable. Et alors, les parlementaires se solidarisent de cela. Je ne sais pas s'ils imaginent l'impression que ça donne dans l'opinion que de voir ces gens qui disent « cet argent, la loi nous dit qu'on doit le dépenser de telle manière, mais on s'en fiche, on le dépense comme on veut. » Je suis choqué par l'attitude vis-à-vis de la justice. Monsieur Fillon nous dit il y a quelques semaines que s'il est mis en examen, il ne sera pas candidat, après avoir dit, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, et aujourd'hui, il nous dit, je n'ai de compte à rendre à personne en matière de justice. Seuls les électeurs Mon seul juge, c'est le suffrage universel. Pour quelqu'un qui prétend exercer la magistrature suprême et qui sera donc garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, je trouve qu'il y a là quelque chose. François Hollande ne l'a pas loupé d'ailleurs aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que ce qui me choque, c'est à quel point il y a un cynisme dans une partie de l'électorat de droite. Ça veut dire tous ces gens qui disent on s'en fiche, on a ce candidat, de toute façon ils sont tous pourris, ils sont tous comme ça. Bon, ça prouve un degré de cynisme, de renoncement à avoir un personnel politique probe, fidèle à ses propos, cohérent. Ça existe, ça ? Mais oui, mais enfin, écoutez, moi, j'ai vu récemment des gens qui revenaient d'Angleterre, un Allemand, et dimanche, ils me disaient l'attitude scandalisée de l'opinion britannique ou de l'opinion allemande. Allez, on n'imagine pas à quel point les comportements que nous avons sont considérés comme absolument indignes. Toute démocratie normalement constituée, face à des errements constatés comme ceux de monsieur Fillon, dit voilà, on passe à quelqu'un d'autre. Oui, Jean-Claude Casanova, vous considérez comme Jean-Louis que... Je pense qu'il y a un abcès, si vous voulez, que les abcès, ou bien ils purulent, ou bien on tranche. Et donc, il y a d'abord un premier problème. Le Parlement français vote les lois, mais il n'est pas capable de faire ses règlements intérieurs. Et on n'entend pas les présidents des deux assemblées expliquer quel doit être le rôle des attachés parlementaires, etc. À la différence du Parlement européen. Donc vous dites le parquet national financier... Du Sénat américain qui a ses règles, etc. Donc vous êtes comme Fillon, vous considérez que le PNF n'est pas... Il y a incontestablement une grande ambiguïté. Il y a une grande ambiguïté dans la situation des attachés parlementaires et... Fillon prend cette position. Alors, il aurait pu, devant la violence de l'attaque et les effets meurtriers qu'elle a pour lui, il aurait pu dire, dans ces conditions, pour ne pas porter atteinte à mes idées
et à mes amis politiques, je me retire et je cède la place à Alain Juppé, qui est arrivé second à la primaire et qui a les qualités pour être président de la République. Manifestement, il ne le fait pas. En même temps, nous avons les imperfections du système judiciaire français, c'est-à-dire que le temps judiciaire est un temps long, trop long en France. Oui. Lui aussi, Cahuzac, ça a pris 4 ans. Lui aussi pas très précis, si vous voulez, avec un rôle de l'Inquisition, un rôle du parquet distinct du rôle des juges, donc on n'est pas très clair quels sont exactement les délits. Donc, compte tenu des conséquences, le procureur chargé de cette affaire devrait aller un peu plus vite et en tirer les conséquences. Mais en tout état de cause, c'est une affaire désastreuse pour l'élection, désastreuse pour Fillon et désastreuse pour la moralité française. Et pour l'autorité du chef de l'État. Pour la future autorité du chef de l'État, si jamais François Fillon venait à être élu. Sur le plan politique, il n'y a donc pas de plan B. Parce que ce qui s'est joué là dans la période très récente, c'était y aura-t-il un plan B, etc. Et donc, comme le disait Jean-Claude, il y a refus de faire appel à Alain Juppé et refus de faire appel à qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, donc tout le monde s'est ressoudé autour, en apparence, tout le monde s'est ressoudé autour de François Fillon. Donc, je ne vois pas comment, dans le délai qui nous sépare maintenant du dépôt des candidatures, 14 mars. avec évidemment les signataires et les parrains du candidat, je ne vois pas comment la droite en effet pourrait changer. Elle doit donc, faire ça nous ramène à une réalité politique très simple. C'est un match entre François Fillon et Emmanuel Macron, parce que c'est là que se joue, c'est là que se joue la place au deuxième tour, c'est-à-dire la place de second. La place de deuxième plutôt, pour affronter Marine Le Pen. Et donc là, nous avons François Fillon, Emmanuel Macron, avec, à la surprise générale, y compris la mienne, le fait qu'Emmanuel Macron soit aujourd'hui, d'après le Cevipof, devant, et nettement devant, ce qui n'est pas le cas dans tous les instituts de sondage, mais enfin, 5 points d'écart, c'est beaucoup. Donc est-ce que cette situation-là est durable dans une élection, une préparation d'élection qui a nul autre pareil et qui est extravagante au sens propre du terme, dont je ne sais pas si ce match-là est durable ou si Emmanuel Macron l'a déjà emporté et si François Fillon est définitivement décroché ou bien si les choses ça va être peuvent le combat, le combat des deux aujourd'hui le combat pour affronter Marine Le Pen. Et pour illustrer d'ailleurs ce que vous dites, effectivement, eh bien la droite tape sur Macron, elle ne tape pas sur Le Pen, enfin moins. Et la cible, c'est donc Emmanuel Macron. Et pour illustration, François Baroin, c'était ce matin sur France Inter. Macron, objectivement, peut être en marche, mais c'est une agence de voyage qui lui permet de visiter la France et de la découvrir. Et c'est en train de tourner vers une vision christique, il l'assume. Mais oui, mais je le dis franchement, parce que, écoutez, tous ces chakras sont ouverts, ces capteurs d'énergie sont tournés vers le soleil, et ces meetings, ça va finir en gospel maintenant. Donc, c'est ça l'avenir. Et la question du programme, c'est pas une petite question. Et quand il dit on n'a pas besoin de programme, quand il nous dit il n'y a pas de culture française, c'est le même en réalité qu'un communautariste. Et donc il porte ce qu'il porte ou le peu qu'il porte est un projet que nous combattons. Voilà, alors la droite qui ridiculise en quelque sorte Macron en disant c'est Jésus, sa vision christique, ses chakras, etc. Ils en font une espèce d'être transcendantal. Je crois effectivement qu'Emmanuel Macron gagnerait à atterrir. Je veux dire, il devrait marcher sur la terre plutôt que sur les eaux. Et il devrait, je crois, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, si je puis dire, cercler son royaume. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il est porteur de quelque chose de très large, qui sont les valeurs de la République, avec ce que ça comporte, la sécurité collective, l'Europe, l'économie ouverte, le respect des droits fondamentaux, une régulation sociale active, tout un ensemble, tout un corpus de doctrines très largement, qui est le socle de la démocratie française depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de cela, il devrait dégager des options, pas des programmes, des mesures, on s'en fiche, des options précises. Or ça, il ne le fait pas et il donne l'impression de flotter quelque part, et je crois que là, il faut absolument qu'on sache où il en est vis-à-vis du centre. C'est peut-être pire que flotter, parce que moi, il me donne plutôt l'impression... C'est la portée de flotter, mais aujourd'hui, ça le freine. C'est-à-dire un morceau de phrase en direction de la droite,
un morceau de phrase en direction de la gauche, et ainsi de suite. Et de s'ajuster, par exemple... Flotté, je concède que on peut par discuter. exemple, aujourd'hui, il voit bien que les voix qu'il doit aller chercher sont plutôt du côté du socle de Fillon qui s'effrite. Oui, donc il va donner des gages de plus en plus. Et à un moment ou à un autre, il faudra qu'il rassemble en effet son propos. Donc, il fait cette déclaration sur le colonialisme qui est absolument on va l'écouter. à contre-emploi. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter effectivement ce qu'a dit donc Emmanuel Macron. C'était donc en Algérie. On l'écoute. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Jean-Claude Casanova, c'est vrai que c'est un débat très ancien. Voilà, est-ce que le fait, les colonisateurs, c'était un débat au sein de la gauche entre Ferry et Clémenceau. Certains. C'est les Romains les premiers qui ont dit que c'était la Barbérie. Donc c'est très ancien la qualification d'Algérie. Oui, mais certains disent on exporte les Lumières ou on tyrannise les colonisés. Le débat n'a jamais été tranché parce que les deux sont peut-être vrais. Mais la définition de crime contre l'humanité, elle est très précise. Ça veut dire quoi? Qu'on traduit la France devant la Cour pénale internationale? Parce que, non mais, crime contre l'humanité, c'est quoi la Shoah? C'est quoi? Ça vise le maréchal Bugeaud, si vous voulez. Oui. Et donc qui était contre l'occupation de l'Algérie, qui voulait qu'on s'en tienne à l'occupation du littoral. Tous ces militaires, et après, effectivement, quand il a fait la guerre, d'une façon un peu violente. Oui, écoutez, sa phrase est un peu emberlificotée. Il y a le pour et le contre. On voit ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Là. Mais ce n'est pas un problème central. Et ça lui fait perdre des voix à droite, ça lui en fait peut-être gagner à gauche. Ouais. Mais en revanche, il est dans une excellente position politique. Il joue ni droite ni gauche, comme faisait le centrisme et comme faisait De Gaulle lui-même. Il a pour lui la gauche modérée qui veut la social-démocratie, etc. Il va avoir la droite morale et il va avoir le centrisme diffus. Donc s'il ne fait pas de bêtises, s'il témoigne d'un minimum d'autorité et de clarté, s'il ne fait pas de bêtises, il est aujourd'hui, compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve Fillon, il est le favori pour être en second ou deuxième tour. Jean-Marie, moi je suis plus sensible à sa fragilité. Et son parcours est éblouissant parce que vraiment, qui aurait pu penser, quittant le gouvernement il y a quelques mois, au mois de septembre dernier, qu'il se retrouverait là à 23% d'intention de vote au premier tour d'une élection présidentielle. Mais j'aimerais j'aimerais que vous répondiez aussi là-dessus sur ce qu'il a dit là. En revanche, sur ce qu'il a dit là, pour moi, il appuie sur toutes les touches du piano là. Hein. Et par ailleurs, donc là, il se met à dos, si j'ose dire, toute la droite. Bon, c'est classique et c'est attendu et c'est prévisible. Et en direction de cette même droite, il reproche à François Hollande d'avoir, au fond, malmené les Français partisans de la manif pour tous, c'est-à-dire les Français qui étaient hostiles au mariage pour tous. Donc là, on se dit, vraiment, à force de tendre comme cela, on se dit, les ficelles deviennent un peu trop grosses, et donc ils tombent dans la petite politique. Donc, et dans la fragilité, ce qui me paraît clair chez lui, c'est que, article 1 de l'enquête Sevipov auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, dans les gens qui se déclarent avoir l'intention de voter pour lui, un peu plus d'un tiers seulement sont sûrs de leur vote. 80% de ceux qui se déclarent en faveur d'un vote pour Marine Le Pen sont sûrs de leur vote. Donc on voit bien où est la fragilité d'Emmanuel Macron. Oui, par ailleurs, il n'a pas encore été attaqué. Il n'a pas encore été attaqué, donc on ne sait pas comment il résistera à ces attaques. Il n'a pas autour de lui suffisamment de figures fortes, de soutien assez fort pour rassurer un pays, parce qu'il n'a que le maire de Lyon. Il n'en veut pas. Manifestement, il veut que ce soit une relation personnelle. Oui, mais à un moment, lui et les Français. À un moment, le pays se demandera est-ce qu'on peut se confier. Encore une fois, le pays est en guerre contre le terrorisme. Est-ce qu'il aura les épaules, etc. Donc il n'a pas de soutien suffisamment fort. Dans ce sens. Et puis, il risque de... Il me fait penser à ce que George Bush, quand il a gagné face à Al Gore, reprochait à Al Gore, qui était comme ça, dans une position à la fois à gauche, mais centriste, etc. Il disait, c'est le flip-flop candidat. Eh ben, Macron, pour le moment, c'est flip-flop. Et donc, à un moment, ça peut faire flop.
Ouais. Vous disiez c'est un dérapage. Oui, moi je crois que c'est un dérapage. Pourquoi? D'abord, ça n'a aucun sens juridique de parler de crime contre l'humanité. Ça n'est absolument pas. Ou alors on traduit la France devant la CPI. Non, mais c'est pas qu'on traduit, mais la définition du crime contre l'humanité, c'est de faire un crime. C'est un crime impuni, alors. Non, le crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'homme en tant qu'homme. Là, on peut parler de crimes de guerre, de violences abusives. Il y a des tas de choses qui se sont passées dans le cadre de la période coloniale qui ont été absolument atroces, de part et d'autre d'ailleurs. Et donc, il peut dire que le colonialisme a engendré, couvert un certain nombre de crimes. On ne peut pas dire que ce soit en tant que tel un crime contre l'humanité, ou alors on dit que tous les phénomènes de domination d'un peuple par un autre peuple, qui sont quand même la loi de l'histoire depuis le début, sont un crime contre l'humanité. Oui. Donc c'est totalement. On voit d'ailleurs qu'il hésite. C'est manifestement un manque d'expérience. Il hésite dans sa formulation et il trouve une expression inadéquate. Et je crois qu'il devrait dire que c'est pas, que l'expression n'était pas celle-là, qu'il a voulu désigner, il a voulu porter, s'excuser, faire excuse sur les crimes qui ont été commis, le massacre de Sétif, des choses comme ça, qui ont été très, très, très horribles, mais c'est pas du tout un crime contre l'humanité. Je crois effectivement que ça défie l'ensemble ça porte atteinte à une partie importante de l'histoire de France, et que c'est un assez sérieux dérapage qu'il doit corriger. J'ajoute, parce que je crois effectivement, comme Jean-Marie, qu'il y a un effet de godille, qu'en même temps, il annonce des mesures d'économie budgétaire qui semble devoir être extrêmement drastique vis-à-vis des fonctionnaires. Alors, il ne faudrait pas qu'il considère que sa politique vise à se retrancher, à se couper d'une partie de l'électorat de droite avec la question coloniale, d'une partie de l'électorat de gauche avec les fonctionnaires. Je pense qu'il n'a pas trouvé son point d'équilibre. Son point d'équilibre, ça devrait être de dire, me semble-t-il, qu'il défend quelque chose d'essentiel et qu'il est seul à défendre, qui est la construction européenne fondée sur l'entente franco-allemande, une politique de croissance fondée sur l'entreprise et la régulation sociale, une politique démocratique fondée sur le respect des libertés, des droits fondamentaux qui sont quand même assez malmenés ici et là, et que manifestement Fillon s'apprête à malmener plus encore. Oui. Et je crois que s'il a définissé ce corpus, il pourrait effectivement constituer une force de rassemblement allant des électeurs de Juppé jusqu'aux électeurs de Hollande. Et du coup, il serait cette fragilité dont parlait Jean-Marie. On ne peut pas refaire ses discours. Et en gros, par rapport aux autres candidats, il a une capacité d'éducation, d'élocution et d'expression de ses idées plutôt supérieure. Donc on peut lui faire on peut lui faire confiance. Il se rétablira verbalement. Mais le problème est surtout, je crois, de montrer est-ce qu'il a la capacité d'être un président de la République. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez, la majorité des Français ne veulent sans doute pas de Mme Le Pen à cause de la politique qu'elle propose et en raison du spectre d'où elle vient. Les Français ne veulent pas non plus de la politique de Mélenchon. Ils ne veulent pas de la politique de Hamon, qui est au fond issu du Parti socialiste et proche de Mélenchon en réalité, qui condamne la politique de Hollande. Ils veulent une politique comme celle qui correspondrait à l'alternance par rapport à Hollande. C'est-à-dire sur quel point Hollande a-t-il échoué et sur quel point peut-on réussir. Et d'une certaine façon, c'est à Macron ou à Fillon de montrer que cette politique est possible. Et aujourd'hui, Fillon s'est mis dans une situation impossible. Et donc, toutes les chances sont du côté de Macron. En revanche, il y a un point sur lequel je pense qu'on l'attaque à tort. Notamment les médias l'attaquent sur le thème, il n'a pas de programme, Et je pense qu'il a raison sur ce point essentiel qui est le président de la République, le candidat à l'élection présidentielle, ne peut pas être celui qui distribue une promesse à chaque micro-corporation présente en France. Or, c'est ça, la présidentielle. Et c'est quand on dit il n'y a pas de programme, c'est ça qu'on demande. Sa petite phrase, c'est absurde. En revanche, il a raison d'essayer de rester stable sur ce point. Il doit proposer un programme de transformation encadré par quelques grands engagements. Quelques grands engagements suffisent. C'est ce qu'il a fait. C'est à ça qu'il doit se tenir. Et donc, il ne doit pas trop céder à la vogue médiatique qui consiste à dire « Ouais, mais il n'a pas de programme, il n'a pas de programme ». Il a raison
raison de ne pas descendre dans le détail où chaque campagne présidentielle nous conduit et qui ensuite nourrissent autant d'ailleurs d'insatisfaction parce que ensuite, ça consiste à reconnaître que le pays est un agglomérat de micro-corporations et n'a pas d'unité au fond. Donc il a raison de rester sur cette démarche-là. Il le fait déjà trop, Jean-Marie. Il a un peu trop tendance à énumérer des mesures, par exemple sur l'impôt, sur l'ISF, etc., des mesures ultra précises, alors qu'on ne lui demande pas ça. En revanche, il doit, comme je disais, cercler son royaume, c'est-à-dire bien montrer par rapport à l'héritage de Hollande ce qui est positif. Il y a des choses positives, sa loi, le CICE, un certain nombre de choses, et montrer en revanche, sa distance, sa différence par rapport à Hollande, c'est que Hollande n'a pas clarifié, n'a pas fait un choix, il a été idéologiquement confus. Et ce que les électeurs attendent de M. Macron, c'est qu'il assume la part claire, positive, restauratrice d'emploi de l'héritage de Hollande et qu'il récuse toutes ces compromissions idéologiques qui font que Hollande s'est disqualifié. C'est vrai, mais regardez ceux qui ont été les vainqueurs de la primaire, que ce soit à droite ou à gauche. Mais la primaire chacun avait... C'était Fillon avec ses 500 000 fonctionnaires, pas l'austérité, mais la réforme dure, je tiendrai, etc. Sauf que Roselyne, la primaire est un mécanisme pervers. J'entends bien. Parce que les gens pensent qu'ils vont régler leurs problèmes à travers les primaires. La primaire, c'est donner la parole exclusivement au noyau dur d'un électorat. Et donc, si vous donnez la parole au noyau dur d'un électorat, vous avez en face un programme radical. Mais ensuite... Non, mais il faut trouver la martingale. Non, mais juste un mot. Pourquoi François Fillon dégringole-t-il aussi vite? Parce qu'il était fragile. Et par quoi était-il fragilisé? Par son programme. Parce que son programme est un programme conçu pour 20% des Français, et donc pour une majorité écrasante de ceux qui sont allés aux primaires, mais après vous rapportez ça au pays, c'est 20% du pays. Ça, on pourra du coup jamais le savoir. Mais non, mais je vous assure, c'est ça l'élément de fragilité qui fait que François Fillon recule aussi vite. Sinon, il aurait pu tenir davantage. Pour l'instant, il aurait mieux tenu. Mais si les gens avaient été davantage attachés et n'avaient pas été inquiétés à ce point par son programme, je vous garantis qu'il aurait davantage de soutien. Oui, parce qu'il ne donne pas l'image qui correspond à son programme. Donc c'est une fêlure dans son autorité. Et comme les gens veulent malgré tout un président de la République exerçant de l'autorité, Fillon aujourd'hui ne remplit plus le rôle. Il allait pousser la porte de Nicolas Sarkozy. Mais il a été élu sur des réformes, sur un programme de réforme qui demandait des efforts aux Français. Manifestement maintenant, avec le caractère, la dimension cupide de son personnage, il n'est plus perçu comme pouvant demander des efforts. Et alors, du coup, il se déporte très spontanément sur des thèmes qui sont vraiment pas les bons thèmes selon moi, mais qui sont des thèmes efficaces, qui sont les thèmes du sarkozysme. L'immigration, la majorité pénale à 16 ans, l'immigration, la sécurité, etc. Tout un ensemble de choses qui, en réalité, ne débouchent pas sur le redressement du pays. Ça ne conduit à rien. Tout ça, c'est de la gesticulation. En réalité, on attend du futur président qu'il anime une grande transformation de l'éducation nationale et de l'université, qu'il revoie les mécanismes de sécurité sociale, qu'il revoie la politique du logement, qu'il revoie les rapports avec le secteur public, qu'il relance une politique budgétaire avec les Allemands, car le choix fondamental, c'est est-ce qu'on fait d'abord affaire avec les Allemands pour relancer l'Europe ou avec les Russes? C'est ça aussi le choix entre Macron et Fillon. Mais c'est le plus européen, Macron. Oui. Voilà, la messe est dite. Et le moins russe. La messe est dite. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Claude Casanova, donc la revue Commentaire. Merci Jean-Marie. Et puis merci à Agnès Le Cossec d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À bientôt. Merci.